Bonjour, nous accueillons ce jeudi chez Arts et Lettres et ici Télévision Madame Nora Nechab, conservatrice des collections et assistante en montage d'expositions, responsable des expositions à venir pour l'Afrique du Nord et Musée d'art caribien, africain et technicienne en archéologie. Madame Nechab a déjà travaillé en Algérie comme attachée de conservation et enseignante en archéologie et muséologie. Elle est présentement membre régulière de l'Association des archéologues professionnels de Québec et du Centre de recherche, le CELA. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres et je vous souhaite la bienvenue parmi nous, Madame Nechab. Oui, bonjour Kamel, merci pour l'invitation. Alors, un plaisir de vous accueillir pour parler justement de ces nuances de la muséologie, l'archéologie. Je pense que ce sont des domaines très sensibles. On parle de notre histoire, hein, la conservation donc de notre identité, n'est-ce pas? Mais d'abord, quel rôle joue justement la muséologie dans la conservation du patrimoine, des civilisations et des traditions en général? Oui, alors la muséologie joue justement un grand rôle dans la conservation du patrimoine et des collections. Alors, dans l'Antiquité, avant, en fait, il y a des collectionneurs des objets d'art qui font ramasser ces objets pour les exposer dans des églises ou bien dans des maisons spécialisées. Mais après, avec le temps, c'était changé. Et puis, actuellement, on essaye de conserver ça dans des musées. Et puis, on conserve justement du patrimoine, des histoires, parce que chaque objet d'art raconte pour nous une histoire qui était déjà passée ou bien une histoire d'une personne. Ce qu'elle fait, je trouve que on fait vraiment la conservation de notre histoire. Ouais. D'accord. Donc ça a commencé carrément par les églises, puis après ça aboutit vers les musées, dans cette avancée de l'histoire. Votre thèse de doctorat, il est intéressant ce titre, mesdames et messieurs, écoutez ça. C'est le suivant, un diagnostic des facteurs de dégradation des tableaux, proposition des méthodes de conservation et mise en valeur. Donc ça doit être une recherche poussée. Voulez-vous nous en dire plus? Oui, alors ma thèse de doctorat s'était portée sur un diagnostic de deux collections, deux grandes collections dans des musées algériens. Le musée d'Oran, qui a une grande collection de plus que 800 œuvres. C'est toutes des chefs-d'œuvre, bien sûr, des tableaux de maître aussi. Et j'ai choisi aussi un autre musée, c'est le musée de Étienne Diné. C'est un artiste vraiment connu partout. Ce qu'elle fait, ses collections, je les ai étudiées. J'ai étudié les matériaux, la matière première en fait. Ce qu'elle fait après... le diagnostic s'était porté sur l'état de conservation de ces tableaux, l'état qui se trouve bien sûr, l'état de ces tableaux soit dans les réserves des musées ou bien dans les salles. Ce qui fait, j'ai parlé sur l'état de conservation et à la fin, j'ai fait des propositions soit pour la conservation, soit pour la restauration. Pour les tableaux qui sont vraiment touchés, ce qui fait mal conservés et on ne les a pas exposés depuis 10 années. En général, c'est ça que j'ai fait. Voilà. Et puis, on a rendu une valeur pour ces tableaux, si je peux dire ça. Oui. Mais il faut admettre aussi que c'est pas évident de prendre un objet d'art ou un tableau ou n'importe quelle œuvre là et puis déterminer son année, en quelle année elle est née ou naquit et puis comment vous faites pour ça? Est-ce que vous utilisez des machines pour ça? Voulez-vous nous rapprocher de ça? C'est pas évident n'est-ce pas, de mettre une année sur ces objets, ces œuvres d'art aussi. Oui, on a des signatures. Nous, on fait des recherches. C'est une recherche de plus que 4 ans que j'ai fait. Ce qu'elle fait, je l'ai faite bien sûr avec mon directeur de thèse qui s'appelle Monsieur Bouefliaoui Asdine. Il m'a beaucoup aidé justement. Et puis,
Euh, pour les dates, la datation, ce qu'elle fait, on a des signatures des artistes. Généralement, on trouve l'année D'accord. derrière l'œuvre. Parce que la plupart des œuvres, en fait, soit c'était des dons, soit c'était des œuvres qu'on a achetées pour les musées. Mhm. Et puis, il y a une autre chose aussi. En Algérie, en 19e siècle, on a une école une école d'artistes qui s'appelle la Villa Abdeltif. OK. C'était fait pour les orientalistes. Alors, on invite des artistes, on donne des bourses pour eux, et puis ils viennent en Algérie pour faire la peinture, pour dessiner tous les paysages de l'Algérie, tout ce qui est pour nous montrer en fait leur art. Et puis, ils restent dans cette école 2 ans. C'est une bourse de 2 ans alors qu'on donne. En 1907, c'était créé l'école. C'est l'occasion justement de ramasser beaucoup d'œuvres. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus, comme exemple Maxime Noir, qui a vraiment dessiné et fait la peinture de beaucoup de paysages en Algérie. On trouve aussi Émile Aubry, il y a beaucoup d'autres en fait. Ce qu'elle fait, c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de collections. En fait, le musée de Étienne Diné et Oran, ce n'est pas les seuls musées qui contiennent des grandes collections de tableaux de peinture. Par contre, on a aussi le musée des Beaux-Arts d'Alger, on a d'autres musées, on a le musée de Constantine qui contient aussi plus que 700 œuvres. Ce qu'elle fait, c'est des collections vraiment riches qui attendent quelqu'un pour les étudier et qui attend aussi de leur donner en fait l'intention pour travailler sur eux. Et De on l'intérêt, attend donc. Oui, exactement, attend aussi pour les exposer en fait. parfait, excellent. Mhm. Une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs. En ce jeudi chez Art et Lettres, Madame Nora Nechab, muséologue et conservatrice des collections. C'est très important aussi de parler de muséologie. Et puis, n'est-ce pas, c'est la conservation de notre identité humaine, de l'humanité, de tout ce qui est passé sur cette terre en guise d'entité et de civilisation. Alors, mais on entend, Madame Nechab, que souvent, on parle justement de culture matérielle, de culture immatérielle. Ce sont des expressions qui sortent, qu'on trouve même à l'UNESCO. Voulez-vous nous rapprocher de ces expressions? C'est quoi la différence entre culture matérielle et immatérielle, justement? Oui, alors on a deux différentes culture au patrimoine, si je peux dire patrimoine, c'est mieux. Alors, le patrimoine matériel, c'est tout ce qu'on peut toucher comme des monuments, comme des objets d'art, etc. Et puis, le immatériel, c'est comme les traditions, ce qui fait on Ah, peut d'accord. pas... oui, ça, c'est immatériel. Le chant, la danse, le théâtre, par exemple, et puis tout ce qui est tradition, par exemple, c'est ça. C'est ça, on ne peut pas le toucher, et puis, mais c'est un patrimoine, par exemple, comme les danses. On a beaucoup de types de danses, surtout en Afrique, c'est ça. Oui, On a c'est beaucoup c'est de très types riche. de... Oui, c'est la musique aussi. La musique, on a beaucoup de types de chants, de musique, etc. Traditionnels et anciens. Voilà, c'est ça. C'est ça, donc, C'est ça la nuance. Oui, Oui. Alors, oui. continuons justement sur vos responsabilités. Vous êtes responsable des expositions pour l'Afrique du Nord, Musée d'art caribéen africain à Montréal. Je pense en avoir déjà reçu M. Yves de Lima à ce propos. Voulez-vous nous dire plus? Où est-ce qu'on est ce musée? Quel est son rôle dans le rayonnement? On va juste récapituler au niveau de ça, s'il vous plaît. Oui, alors le rôle de musée, bien sûr, c'est de présenter le maximum d'artistes africains et caribéens, de présenter notre patrimoine ici à Montréal,
et puis aussi connaître ces artistes. Ben, je trouve que c'est une grande porte qui ouvre ce musée pour ces artistes, pour le patrimoine africain et caraïbien. Ce qu'elle fait, c'est l'occasion qu'on veut saisir actuellement pour le présenter justement. Ben, c'est nouveau, c'est ouvert depuis 2019. Jusqu'à maintenant, on a fait déjà 2 expositions. Ce qu'elle fait, quand même, on a pu faire les 2 expositions, on a fait beaucoup d'efforts, c'est sûr, mais quand même, on a essayé de contacter le maximum d'artistes ici, qui sont ici surtout, et puis on a essayé aussi de présenter leur art, leur rayonnement, si je peux dire. Alors, la communauté africaine et caraïbienne mérite ce musée et mérite d'avoir ça ici à Montréal. À Montréal. D'accord. Alors, juste concernant les méthodes de conservation préventive utilisées dans le cadre n'est-ce pas, de ce musée caribien-africain, est-ce que vous utilisez des technologies, comme par exemple celui de médiation culturelle dans la pratique muséale? Comment ça se passe? Oui. Alors, oui, on utilise la médiation culturelle, c'est sûr, parce qu'on essaye de transmettre notre message ou bien le message des artistes, de notre culture aussi pour tout le monde, tout type de visiteurs. Ce qu'elle fait, on a utilisé déjà ça parce qu'on a fait déjà la première visite, la première exposition, si je peux dire, elle était virtuel, sur le musée virtuel, parce qu'actuellement, on est virtuel. Et puis, on essaye de transmettre notre message, notre art pour tout le monde, pour tout type de clients, de visiteurs. Ben, c'est ça. Et puis, dans l'avenir, on va utiliser tous les moyens pour attirer plus de clientèle, de visiteurs et pour attirer notre communauté aussi. Pour cette continuité. Mais avec la pandémie, comment ça se passe? Vous êtes toujours dans le virtuel? Comment est-ce que vous avez négocié avec le COVID? Ce n'est pas si évident que ça. Justement, on est ouvert en 2019 et puis on est tombé directement avec la pandémie, ce qu'elle fait en 2020. C'est pour ça qu'on a fait notre exposition justement virtuellement, parce qu'on ne peut pas le faire présentiel. Mais la dernière exposition qu'on a fait le 9 septembre 2021, on a fait justement présentiel. Mais la semaine prochaine, on va ouvrir aussi sur notre site web l'exposition virtuelle pour les personnes qui ne s'étaient pas présentées parce que justement, on a suivi les instructions du gouvernement. On ne peut pas recevoir beaucoup de personnes. Bien sûr, sur les mesures sanitaires. Vous parlez de la semaine prochaine. Bon, la diffusion va être dans les prochains jours, dans 2 semaines. Mais voulez-vous juste situer la date, justement, quand est-ce que vous allez lancer ça? Oui, alors, normalement, vers à peu près le 28-29, on va ouvrir 28 septembre 2021, vous voulez dire? Oui, oui. Alors, on va lancer l'exposition virtuelle. Ce qu'elle fait pour les personnes qui souhaitent voir notre exposition, elles peuvent directement voir le site de Maca, maca.ca en fait. Le site de maca.ca. D'accord. Donc, il y a cet intérêt pour la culture caribien, africain. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux partenaires avec vous? Pour le moment, pas encore. Mais on cherche justement pour avoir des partenaires. Et puis, on se prépare pour notre ouverture en 2022 physique. Ce qu'elle fait, on a un local. Après, on va lancer l'adresse sur le site. Et puis, quand même, en février, on va ouvrir notre musée. Février 2022. Physiquement. Oui, 2022. Février 2022, il va y avoir donc ouverture. Très bien. Encore une pause. Et de retour avec notre invitée d'aujourd'hui, Mme Nora Nechab, restez avec nous, mesdames et messieurs.
toujours de retour avec vous, mesdames et messieurs, avec Madame Nora Nechab, muséologue, conservatrice des collections. On parlait de, n'est-ce pas, de ce musée d'art caribien africain, Madame Nechab. Qu'est-ce qui a été fait justement et qu'est-ce qui reste à faire de votre point de vue de muséologue au niveau de ce musée jusqu'à date, là, en clôture, on est à 2 ou 3 mois, n'est-ce pas, de la fin de 2021. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce que vous projetez éventuellement, que ce soit en termes de présentiel ou en virtuel? OK. Alors, on a fait notre ouverture justement en 2019 et puis on est tombé directement avec la COVID-19 en pandémie. Alors, on a profité justement de faire l'exposition virtuelle. On a notre musée virtuel et puis notre site web également. Actuellement, en septembre, on a fait notre deuxième exposition. Et on se prépare pour l'ouverture physique en 2022. C'est ça qu'on prépare à faire maintenant. Et puis aussi, on prépare plusieurs expositions actuellement. Une au début d'année de 2022 sur l'art et patrimoine maghrébin. Ah, maghrébin, OK. Oui. Et puis, la deuxième, normalement, c'est Réflexion noire. Si je me permets à dire le titre. Oui. Oui, c'est ça. Ce qu'elle fait, c'est les deux expositions qu'on prépare actuellement pour le début 2022. Ce qu'elle fait. Début 2022. Mais ça, c'est intéressant parce que, bon, il y a une ouverture. On ne parle pas juste du musée d'art caribien africain, mais, n'est-ce pas, les gens de l'Afrique du Nord, c'est des Africains aussi, comme les Africains du Nord, de l'Ouest, de l'Est. Bien sûr, oui. Bien entendu. Et puis, j'ai en mémoire aussi une autre exposition qui a été faite à Maison d'Afrique, où on a parlé aussi, n'est-ce pas, d'œuvres d'art d'artistes peintres maghrébins. Une question un peu plus, peut-être, on va dire, de votre point de vue toujours, de muséologue. Comment la conservation des collections, justement, permet-elle de sauvegarder l'identité d'un tableau ou d'un objet d'art? Parce qu'on sait que la conservation, on conserve, on utilise beaucoup de techniques, mais ce n'est pas évident parce que c'est aussi, n'est-ce pas, une problématique de restauration tout le temps, pour qu'on puisse rappeler que l'objet en question a été fait en telle année, en telle époque. Mais comment cette conservation peut-elle justement permettre la sauvegarde et même l'épanouissement de l'identité? Oui. Alors, moi, je dirais, la conservation, ce n'est pas la même chose que la restauration, parce que la restauration, on touche vraiment à l'œuvre, on la touche, soit avec des matériaux, avec des produits et tout. Alors là, on ne peut pas dire qu'on conserve. Mais par contre, la conservation, c'est vraiment... on conserve avec beaucoup de moyens, soit dans les salles d'exposition, soit dans les réserves. Alors, chaque œuvre, chaque objet du patrimoine nous raconte une histoire, une identité. Alors, pour moi, c'est très important de les conserver, c'est les protéger, soit contre le vol, soit dans le musée, il y a beaucoup de techniques en fait, contre les poussières, contre la lumière, contre les insectes. Il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup de détails. Ce qu'elle fait, moi je dirais que chaque objet d'art, chaque objet du patrimoine nous raconte une histoire. Ce qu'elle fait, c'est une identité. C'est ça. Une identité à part entière, n'est-ce pas? Et puis, en retournant un peu à l'Algérie, vous avez déjà enseigné restauration, conservation des objets. Que pouvez-vous nous dire sur ce patrimoine et sa gestion au niveau de l'Afrique du Nord en général? Oui, alors en Afrique du Nord, on a beaucoup de sites justement, sites archéologiques, sites du patrimoine, on a beaucoup de collections, soit dans les musées, je parle en général dans l'Afrique du Nord. Sa gestion, ça dépend de chaque pays en fait, parce que chaque pays a son décret national.
Ce qu'elle fait, si je reviens en Algérie, par exemple, il y a le décret national c'est une loi, en fait, c'est des lois pour protéger le patrimoine national. Mais par contre, oui, si on parle de l'international, il y a beaucoup de sites qui sont classés mondial par l'UNESCO. Ce qu'elle fait, comme par exemple le parc national de Nadjeur, c'est un site à ciel ouvert, c'est un musée à ciel ouvert qui contient oui, à ciel ouvert, parce que c'est ouvert, c'est un site préhistorique qui contient plus que 6000 stations préhistoriques. Ben, c'est ça. Si on revient au Maroc, on a un site aussi. L'ancienne ville de Marrakech est classée mondiale aussi par l'UNESCO dans les années 80 aussi. Si on revient en Égypte, on a les pyramides qui étaient classées aussi à l'échelle mondiale en les années 80 aussi. La Casbah d'Alger aussi, ce qu'elle fait, c'était classé patrimoine mondial. Ce qu'elle fait, la gestion, ça dépend des pays. Chaque pays fait sa gestion et protège son patrimoine par rapport à ses décrets, à ses lois. À ces lois, ces lois qui les gèrent. Oui. Projet d'avenir, oui, je vous en prie. Oui, pardon. Par contre, il y a beaucoup de sites en fait protégés. Tous les sites presque sont protégés et puis on ne peut pas juste les toucher comme ça. C'est un patrimoine national. Merci beaucoup, Madame Nora Nechab, d'avoir répondu à notre invitation. En vous souhaitant une bonne continuation dans vos projets. Merci à vous pour votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Portez-vous bien. À la prochaine.